Pierre-Michel Menguer. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Michel Menguer, professeur du Collège de France, professeur de sociologie. Pierre-Michel Menguer, grand spécialiste du talent, de la question des talents. Cette question qui est finalement partout, même en France, dans un pays aussi élitiste que la France, le talent est partout, dans toutes les têtes, etc. On a envie de comprendre pourquoi. Eh bien, on va essayer. Effectivement, ce vocabulaire et cette sémantique se sont généralisés. On ne parle plus de personnel, de ressources humaines, mais on parle de gestion des talents, de pénurie des talents, de guerre des talents. Et en même temps, la littérature, par exemple la littérature managériale, que vous connaissez mieux que moi, quand on la consulte, on a une collection extraordinaire d'articles qui disent « mais c'est un casse-tête, on ne sait pas comment le définir ». C'est une énigme voilà, totale. C'est une énigme. Qu'est-ce que c'est au juste tout simplement parce que la combinaison des qualités dont on décèle l'existence ou dont on veut supposer l'existence dans ce qui s'appelle le talent, en fait, on ne décèle ces qualités qu'a posteriori, au vu des résultats ou des performances, et en induisant de la performance le fait que l'individu a peut-être du talent, etc. Mais au départ, on ne sait pas exactement qui peut avoir cette combinaison de qualités, qui n'est d'ailleurs pas fixée à l'avance. Ces qualités peuvent être psychologiques, cognitives, comportementales, ésotériques ou exotériques, ouvertes vers l'extérieur, vers les individus, etc. Il y en a une série, une longue liste, et c'est le délice des consultants que de vous fabriquer une liste supplémentaire chaque année, et ça permet de vendre un PowerPoint à prix d'or à toutes les entreprises qui se disent « mince, je vais enfin trouver les 5 factors ou les 10 factors of personality, etc. etc. » Saint Graal du Donc, talent. mais le mot est extraordinaire, et j'en ai un indice quand j'ai publié un ouvrage sur le talent que j'ai dirigé au PUF, Talent au débat. J'avais fait une liste d'une vingtaine de langues dans lesquelles le mot talent est exactement le même ou à une lettre près, talenta ou talento. Mais donc c'est une monnaie de circulation internationale très facile à utiliser en allemand, en anglais, en français, dans des grandes langues, en espagnol, ça marche très bien, ça circule facilement. Donc c'est un bon critère pour une monnaie, qu'elle puisse être adoptée très simplement. Et tandis que si vous dites gestion des ressources humaines, etc., ce vocabulaire-là est un peu compliqué. Alors, est-ce que c'est simplement un jeu de langage Bon, alors, qu'est-ce qu'on appelle au juste talent? Non plus simplement quand on fait de l'analyse sémantique, on pourrait revenir à l'Évangile et à la fameuse parabole des talents, etc. Il y a eu des ouvrages savants, j'en ai parlé beaucoup dans un cours, mais on peut regarder les usages. Et là, il y a deux usages principaux. C'est assez simple. Il y a un usage qui est différenciateur et segmentateur, qui dit simplement ce sont des hauts potentiels, si vous voulez. Il faut les identifier, il faut les développer en les mettant sur ce qu'on appelle les fast tracks de l'organisation, des postes sensibles où on va les tester, mais eux-mêmes vont apprendre sur eux-mêmes et au cours de leur début de carrière assez vite. Ça ressemble en fait beaucoup à des pratiques qu'on observe dans le sport. Et dans le sport, il n'y a aucune espèce de problème. On le fait plein pot parce que c'est volontaire. Les individus sont mis là-dedans et en avant-marche. Il y a simplement un conflit de doctrine entre comment identifier et comment développer. Identifier au tout début, c'est moins cher parce qu'on en prend peu. Développer, ça veut dire qu'il faudrait développer tous les gamins qui sont dans la compétition pour devenir, mettons, des professionnels. Mais en tout cas, voilà. Et le principe, ça consiste à ce moment-là à dire, bon, il y a 10 ou 20% des individus qui ont du talent, qui ont du potentiel. On peut jouer sur ce mot-là aussi. Il est très intéressant à étudier philosophiquement d'ailleurs. Et il faut absolument les garder et bien les traiter dans l'organisation, sinon les concurrents vont nous les piquer et les débaucher. C'est l'origine même d'ailleurs du fameux rapport de McKinsey sur la guerre des talents. C'était exactement ça. Mais ça veut dire aussi que 80% du personnel dans ce modèle-là, c'est des gens qui font normalement leur travail, il n'y a pas de problème. Et il y a 10% en dessous, tout en bas de cette pyramide, qui sont... peut-être c'est du mismatching, ils n'ont pas été recrutés pour les postes dans lesquels ils donneraient leur meilleur, ou eux-mêmes s'ennuient, c'est du quitting par volonté ou par hasard, etc., etc. Donc ça ne va pas. Ça, c'est la version segmentatrice, c'est ce qu'on appelle en anglais differentiated workforce, la main-d'œuvre différenciée. Mais le modèle inverse, qui est rival et qui entre en friction avec ce modèle-là, c'est l'inclusivité.
c'est de dire tout le monde a du talent ou tout le monde a un talent. C'est pour ça qu'on parle, au lieu de ressources humaines, on parle des talents. Mon coiffeur a du talent, mon boucher, j'ai la plateforme qui me dit quel boucher a plus de talent, ou fromager, ou plombier, ou musicien. Enfin, tout le monde y va, et c'est la grande, c'est la grande kermesse à la qualité, en quelque sorte. Mais ça veut dire, bien sûr, qu'il y a un jeu de langage, mais ça veut dire aussi qu'on cherche à capter quelque chose de plus profond, qui est de dire l'individu est peut-être plus grand que son diplôme ou que sa fameuse qualification de départ, parce qu'il a des potentialités et que c'est à la situation de travail et à l'organisation de permettre à ce potentiel de se déployer. Et ça, c'est effectivement un espoir qui est à chacun. Chacun ne sait pas d'emblée de quoi il est porteur au juste. Et c'est dans les situations qui lui apprennent quelque chose sur lui-même et qui lui font extraire de lui-même quelque chose qu'il peut effectivement développer ce qu'il ne supposait pas détenir au départ. Et en ce sens-là, ce vocabulaire un peu universalisateur du talent a un sens profond, il est indiscutable. Et donc, le troisième élément, évidemment, qui s'ajoute toujours, et dans toutes mes réflexions, je procède toujours ainsi, c'est quand vous élargissez le panorama au plan mondial, il y a une guerre des talents qui est mondiale. Et le meilleur indice de ça, c'est la compétition pour le recrutement des immigrants très qualifiés. Vous savez que la seule définition juridique du talent, c'est le passeport talent qui la donne. C'est-à-dire, c'est un accélérateur d'immigration pour un certain nombre de métiers où on a besoin de ces main-d'œuvre-là, de ces personnels-là, qui sont des personnels plutôt très qualifiés, des informaticiens, mais aussi des artistes, des scientifiques, etc. Alors là, on ouvre les portes de l'immigration sans problème, avec des visas accélérateurs, etc., sauf quand Trump est au pouvoir, où malheureusement il ferme, et c'est la Silicon Valley qui proteste contre Trump. Made by immigrants. En cœur, absolument. Et là, il y a des phénomènes à la fois de chance et d'opportunité pour les individus qui apparaissent comme des talents, et pour les pays qui les attirent, c'est le brain drain, donc il y a un bénéfice net de les attirer. C'est une forme de hold-up sur le pays d'origine où ils ont été formés. Mais il y a aujourd'hui des reverse brain drains, et dont le meilleur exemple, c'est la Chine, qui a des programmes de 100 talents il y a 10 ans, maintenant ou il y a 5 ans, c'était 1000 talents, maintenant c'est 10 000 ou 50 000. C'est de faire revenir tous ceux qui ont été formés à l'étranger, notamment aux États-Unis, et qui ont constitué une main-d'œuvre extraordinairement féconde et utile pour le pays qui les a accueillis, les États-Unis. Mais maintenant, les Chinois ont eux-mêmes musclé leur formation et veulent aussi faire revenir ces stars-là ou ces talents-là. La guerre des talents, en tout cas, n'est pas finie. Absolument. Elle fait même plutôt que commencer, si on pense à toute la période d'innovation intensive dans laquelle nous sommes entrés. Exactement. Vous avez mis le doigt sur une dimension majeure. Merci Pierre-Michel Menger. Merci.